Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si... C'est bon, Adèle, hein, tu es en direct, tu peux enclencher. Ok. Hop, je regarde. On vous entend très bien. Super, merci beaucoup pour le petit message. Bonjour à tous. Merci, bienvenue dans ce webinaire intitulé Vietnam 2022, plus que jamais un pays d'opportunités pour les entreprises françaises. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc, on va attendre peut-être 1 ou 2 minutes le temps que un peu plus de personnes se connectent. On comprend qu'on est déjà petite vingtaine. Je regarde. Hop, n'hésitez pas effectivement. Bonjour tout le monde. Good morning Vietnam, effectivement, belle référence. Effectivement, donc on peut commencer juste pour les petits récaps pratico-pratiques. Donc, vous pouvez utiliser le chat. N'hésitez pas pendant la présentation à utiliser ce chat pour poser vos questions. On y répondra plutôt en fin de webinaire pendant une partie Q&A plus spécifique. On a récupéré d'ores et déjà, merci beaucoup, des questions en amont qui ont été faites par les inscrits. Hop, pardon. Oups, j'ai fait un petit... Désolée, je suis en train... Est-ce que vous voyez toujours la présentation? Oui. Pardon. Oui, donc on a déjà récupéré quelques questions, donc on y répondra au cas par cas durant notre présentation ou à la fin du webinaire. Et puis, si vous pouvez demander la parole aussi, vous pourrez intervenir. Voilà, quoi dire de plus? Il est 16h02, on va peut-être lancer. Je regarde s'il y a... Hop, 18, une vingtaine. On vous enverra aussi, vous aurez pour les personnes inscrites au webinaire, vous aurez un lien de replay à la suite du webinaire que vous pourrez bien évidemment partager. Et puis, on enverra aussi le support de présentation aux inscrits à la fin de la journée, à la fin du webinaire. Donc, pas de problème sur ce sujet-là. Je propose qu'on commence sur cette première slide, peut-être faire un petit tour de table pour que tout le monde puisse comprendre qui on est, qui sont les personnes face à vous, qui sont les intervenants aujourd'hui. Lucille, je te laisse prendre la main. Merci Adèle. Bonjour à tous, merci d'être présents. Je suis Lucille Nury, chargée de développement sur la zone Asie-Pacifique. Basée à Singapour, on est 2 personnes avec Elodie Baria afin de développer en fait les activités de BPI France sur toute la zone et d'accompagner les entreprises françaises à venir s'implanter en Asie-Pacifique, et particulièrement là au Vietnam. On vous présentera notamment les solutions de financement pour vous implanter plus rapidement sur le pays et vous prémunir des risques afférents. Donc, je laisse la parole à Adèle. Merci Lucille. Donc, rebonjour à tous. Adèle Fung, Chief Strategy Officer chez Sourcophasia. Donc, je m'occupe principalement du développement de la stratégie de Sourcophasia, de l'activité communication et marketing, ainsi que process interne. Donc, ravie d'être avec vous aujourd'hui. On vous donnera plus d'actualités et d'insights sur le marché vietnamien avec Thierry. Christophe, je te laisse la main. Bonjour à tous, je suis Christophe Poisson, je suis basé à Ho Chi Minh City au Vietnam depuis 10 mois exactement. Voilà, et j'aide les entreprises à la gestion du risque digital, de la cybersécurité, pour faire un peu moins compliqué. Voilà. Bonjour à tous, Thierry Mermet, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis le fondateur de Sourcophasia, ça fait 23 ans déjà que je suis au Vietnam. Et donc, j'ai fondé SOA. On accompagne les entreprises françaises qui viennent soit sur des sujets croissance externe sur le Vietnam, implantation industrielle, et beaucoup sur du développement commercial et des services corporate type portage, recrutement et domiciliation de filiales.
Bon, bonjour à tous, Manuel Ramos, je suis directeur général Asie du groupe Terrao. Le groupe Terrao est un bureau d'études bâtiments durables. Donc, nous aidons nos clients qui sont porteurs en fait d'assets bâtiments en fait à réduire leur empreinte carbone, améliorer leur efficacité énergétique, que ce soit sur des bâtiments existants ou de la nouvelle construction. Je suis moi-même basé depuis 16 ans en Asie, pendant de nombreuses années en Chine et depuis quelques mois en Asie du Sud-Est. Je suis basé à Singapour, mais j'ai un hub opérationnel à Ho Chi Minh depuis l'année dernière. Merci beaucoup. Donc, Thierry, je te laisse la main peut-être sur les premières slides. Merci Adèle. Alors, avant de parler d'un pays, le Vietnam, qu'on va vous détailler tout au long de cette présentation, je vais vous parler d'une zone, l'association, l'ASEAN, l'association des nations du Sud-Est asiatique, qui a été créée en 1967 avec un premier bloc de 5 pays auxquels se sont joints ensuite 5 nouveaux pays. Donc aujourd'hui, cette association regroupe 10 pays que vous voyez sur la carte. L'objectif de l'ASEAN est un objectif économique, de développement de l'activité entre les différents pays, beaucoup plus que des objectifs diplomatiques ou politiques. Donc, parmi ces 10 pays, vous avez des situations économiques très différentes. C'est-à-dire qu'à l'extrême, vous allez avoir Singapour, qui en termes de développement ou de PIB par habitant est supérieur à la moyenne des pays européens. Vous avez un nombre assez important de pays qui vont être des pays à revenus intermédiaires, on va dire, très dynamiques aujourd'hui, le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande, par exemple, et puis des pays qui sont à des stades de développement beaucoup plus jeunes, comme le Laos, le Cambodge ou même la Birmanie. Ce qui est intéressant quand on regarde l'ASEAN, c'est de faire un petit comparatif pour vous donner une bonne idée de ce que ça représente avec l'Union européenne. Donc, pour une superficie qui est quasiment identique à celle de l'Union européenne, l'ASEAN est un marché beaucoup plus grand. Vous avez 680 millions d'habitants contre à peu près 500 millions en Europe. C'est surtout des pays qui ont une moyenne d'âge de population très jeune. On est sur 30 ans contre 45 en Europe. Et puis, le point le plus important, vous entendez sûrement souvent parler du Sud-Est asiatique comme des tigres économiques, comme la zone au monde qui est en plus forte croissance. Et effectivement, si on prend la moyenne des 20 dernières années, on est à un taux de croissance qui est pas loin de 6% par an en moyenne sur tous ces pays, quand on va être en Europe sur des moyennes de 1 à 1,5%. Alors, si jamais l'ASEAN était un seul et même bloc économique, donc en cumulant le PIB des 10 pays, l'ASEAN serait aujourd'hui le 5e bloc économique mondial. Mais avec le taux de croissance important que j'évoquais à l'instant, on estime que l'ASEAN va rattraper puis dépasser l'Allemagne et le Japon d'ici 2030-2035 pour devenir le 3e bloc derrière les États-Unis et la Chine. Donc voilà, c'est vraiment une région importante. Il est rare qu'une entreprise vienne sur un seul des pays de l'ASEAN. En général, elle va entrer sur un pays et ensuite rayonner et se développer sur les autres pays de la zone. Alors, quelques points clés, quelques points forts de cette région. La première chose que je voudrais évoquer, vous l'avez sûrement entendu parler dans les médias ou vous l'avez vu mentionner, c'est ce qu'on appelle la China Plus One stratégie. C'est-à-dire que c'est assez récent, c'est quelque chose qu'on a noté depuis 5-7 ans. Ça a commencé avec l'augmentation assez forte des coûts de production en Chine. Ça devenait beaucoup moins intéressant de produire en Chine par rapport à d'autres pays, donc les entreprises ont commencé à regarder ailleurs. Puis il y a eu le Covid avec la fermeture de certaines provinces et une très grande remise en cause de la supply chain. Les entreprises se sont dit il faut soit délocaliser, soit en tout cas diversifier les risques. Et aujourd'hui, avec la fermeture du pays et le risque politique, beaucoup d'entreprises sont dans une China Plus One stratégie. Ça veut dire qu'elles vont bouger tout ou partie de leur production dans un autre pays. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, l'essentiel de ce move, il se fait vers le sud-est asiatique, en majorité vers le Vietnam, et également un flux relativement important vers la Malaisie, la Thaïlande ou l'Inde. Une deuxième caractéristique de la zone, c'est l'importance des IDE, des investissements directs étrangers. En 2021, on est à 185 milliards de projets d'investissements de projets qui ont été enregistrés, beaucoup sur les infrastructures, transport,
les aéroports, les routes. Au Vietnam, les 2 plus gros projets, ça a été centrales électriques au gaz et des industries lourdes. Troisième point important, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, c'est la population. C'est une population jeune, avec un taux d'urbanisation qui est en forte croissance, et donc toute la consommation qui va avec, beaucoup de développement de centres commerciaux et des habitudes de consommation aujourd'hui qui sont en train de changer et qui sont des facteurs importants pour les entreprises françaises pour venir placer leurs produits. Le développement industriel, j'en ai parlé. C'est un point très important. Ce sont en général des pays qui attirent les investissements étrangers, notamment pour de la réexportation ensuite des produits sur la zone, avec un très gros développement de zones industrielles sur la plupart des pays de l'ASEAN. Dernier point que je souhaite évoquer, c'est l'appétence pour les produits occidentaux. On n'y pense pas toujours, mais un grand nombre de pays asiatiques aujourd'hui sont très sensibles à la sécurité alimentaire, à la traçabilité des produits, une très grande réticence à acheter des produits chinois, voire même des produits de leur propre pays. Et donc, il y a vraiment des opportunités pour les entreprises françaises, notamment, ce sont certains secteurs qui sont indiqués sur le slide, dans tout ce qui va être santé, cosmétique, agroalimentaire. Entreprises françaises, origine européenne, aujourd'hui, c'est un plus que vous devez mettre en avant. Sur le luxe également, le moyen de gamme et même le très haut de gamme est très présent aujourd'hui sur l'ASEAN. Et puis, vous avez aussi la Blue Economy, tout ce qui est lié au maritime, transport, énergie. Merci Thierry. J'enchaîne sur le Vietnam, donc effectivement au cœur du sud-est asiatique. On parle ici d'un hub. Effectivement, il y a quelques années, on voyait beaucoup Hong Kong, Bangkok, Singapour. Désormais, Ho Chi Minh, Saigon, donc, et même au nord Hanoï, voilà, le Vietnam est vu comme un hub. Revenons peut-être quelques années en arrière, les 20-30 dernières années montrent aussi pourquoi on a eu ce boom économique au Vietnam et ce qu'on appelle aujourd'hui le miracle économique vietnamien depuis 25 ans. Ça c'est évidemment pas arrivé naturellement. Il y a eu en fait toute un plan donc des réformes économiques via le gouvernement vietnamien, grâce notamment à la politique du Doi Moi de 86 qui a permis cette ouverture du pays. Et puis, on retrouve aussi dans les années 95, notamment avec l'entrée dans l'ASEAN et aussi en 2007, l'entrée dans l'OMC, cette volonté du Vietnam d'intégrer le commerce international, d'intégrer le monde. Et donc, ça a permis ce boom économique. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que ça ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette volonté dans les années 95 de s'ouvrir au monde. Le Vietnam a continué dans les années 2000, 2010 et même aujourd'hui à faire ce pas vers l'international grâce notamment aux accords de libre-échange signés avec différentes zones. On y reviendra un peu plus tard. Donc, pourquoi on parle de hub économique dans l'ASEAN pour le Vietnam? Tout d'abord, il faut noter que le Vietnam a une position stratégique géographique intéressante à mentionner. Donc, déjà, on peut le dire, il est au sud de la Chine, ce qui apporte aussi cet impact géographique. Le Vietnam, c'est 3200 km de littoral ouvert sur le Pacifique avec 114 ports maritimes. Donc, c'est effectivement intéressant à noter pour le commerce maritime, l'import-export. Et puis, c'est un très grand pays, 300 000 km² en forme de S étirée avec deux grandes villes, deux villes majeures, au nord Hanoï et au sud Ho Chi Minh City, dit Saigon. Donc, on retrouve effectivement ce positionnement géographique intéressant. Le second point à mentionner pour le Vietnam, c'est aussi ce plan socio-démographique. Le Vietnam, aujourd'hui, c'est 100 millions d'habitants, donc un marché de 100 millions de consommateurs. Et ce qu'il faut noter, ce qui est très intéressant, c'est que de plus en plus, la population s'urbanise et surtout, l'âge médian est de 30 ans. Pour vous donner un ordre de comparaison, en France, aujourd'hui, l'âge médian est de 40 ans. Donc, c'est assez intéressant de voir que 50% de la population, soit 50 millions d'habitants, à moins de 30 ans. Donc, on peut le mentionner
parce que ces personnes-là vont être fortement consommatrices, comme le disait Thierry, de différents types de produits, de numérique, de cosmétiques, mais aussi parce que c'est une force ouvrière et une population active et qu'il le sera encore pour bien des années. Ce qu'on peut noter aussi sur le Vietnam, c'est cette croissance forte de la classe moyenne. Il y a 10 ans, on venait en Asie, en ASEAN, pour les pays de production, des pays manufacturiers où on pouvait implémenter son usine. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se rendent compte, et à juste titre, que le Vietnam, c'est 100 millions d'habitants et 100 millions de consommateurs. Donc, pour qui on peut faire vendre des produits. Et donc, là, cette classe moyenne est très fortement consommatrice et elle grossit. Donc, c'est intéressant à mentionner. Et puis, pour les chiffres un peu plus globaux sur le Vietnam, on a une croissance du PIB chaque année depuis 20 ans qui est autour de 6%. Donc, voilà, une croissance très positive quand on peut comparer aussi à nos chiffres en Europe. Thierry en parlera un petit peu plus après, mais pour le Covid, pas grand impact à part sur l'année 2021 et un petit peu l'impact sur 2022. Mais sinon, ce n'est pas catastrophique, on va dire, comme pour certains autres pays dans le monde. Donc ça, c'était sur le Vietnam. Je pense ne rien oublier. Et pour vous donner un peu ces éléments d'attractivité du Vietnam, donc ce qui est intéressant, c'est de comparer avec la Chine vis-à-vis justement de cette stratégie China Plus One. Aujourd'hui, on peut le voir à l'écran, le salaire médian vietnamien par mois pour un emploi en usine donc est 60% moins cher que celui du salaire médian chinois. Donc, c'est effectivement intéressant pour les investisseurs étrangers qui veulent venir implanter, par exemple, une usine au Vietnam. Et la structure par âge aussi, on peut voir, on remarque que le Vietnam reste toujours sur cette pente ascendante de structure par âge. 23% de la population aujourd'hui est entre 0 et 14 ans, ce qui est assez intéressant pour voir pour les années à venir cette croissance en termes de population active. Quand la Chine est plutôt plus sur une piste descendante par rapport à la structure par âge. Et enfin, comme je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, ce qui est intéressant à mentionner aujourd'hui avec le Vietnam, ce sont les accords de libre-échange qui, ces dernières années, ont été multiples et ratifiés. On peut noter 2 principaux accords de libre-échange. Le premier, c'est la signature du RCEP en 2020. Donc, le RCEP va unifier les pays, donc les membres de l'ASEAN, dont le Vietnam, ainsi que l'Australie, la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud, ce qui représente un tiers du PIB mondial et de la population mondiale. Donc, en termes de stratégie économique, c'est un grand plus pour le Vietnam d'avoir été effectivement intégré à cet accord de libre-échange. En parallèle, en 2020, on retrouve aussi la signature, la ratification de l'IFTA. Donc, l'IFTA, c'est l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam spécifiquement, qui notamment établit la baisse des frais douaniers sur beaucoup de catégories de produits. Alors, sur ce sujet de l'IFTA, on avait eu une question, donc je la cite publiquement. Donc, a-t-on un retour d'expérience concernant l'implémentation des baisses des frais douaniers Union européenne-Vietnam, donc vraiment en lien avec l'IFTA. Donc, avec nos équipes, on a essayé de retrouver des retours d'expérience. Donc, effectivement, on a eu le premier retour d'expérience de Damien Bazin, notre Market Expansion Director de Sourcophasia. Selon Damien et aussi les personnes avec qui il a parlé, oui, les tarifs douaniers aujourd'hui vis-à-vis de l'IFTA sont bien appliqués globalement, donc c'est plutôt positif, et ce d'ailleurs dès l'entrée en vigueur du traité. Donc ça a été fait dès 2020. Attention, ce qu'il m'expliquait, c'est que certains experts montrent effectivement que certaines dégressivités, en fait, sont trop lentes pour certains produits de l'Union européenne. Donc, ils pensaient notamment au secteur de l'agro-food. La dégressivité est trop lente et donc ça engendre en fait cette compétitivité qui est moindre sur le marché vietnamien pour l'instant. Mais donc, l'IFTA, on sait, va jusqu'à 7 années de dégressivité. Donc, à la fin, ce sera quand même positif. Mais il comparait notamment avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande aujourd'hui sur ces secteurs qui ont une exonération totale des droits de douane. Donc, ça peut un petit peu pencher dans la balance pendant ces années-là.
Notre retour d'expérience sur aussi l'IFTA, c'est notre Head of BizDev, notamment expert en bois, manufacture et meubles au Vietnam. Alors lui nous expliquait qu'effectivement, c'est positif, hein, les tarifs sont bien appliqués. Et ce qui est aussi positif, et ça c'est plutôt vis-à-vis du Vietnam, c'est que grâce à cet accord de libre-échange, le Vietnam progressivement se structure, crée en fait un cadre juridique douanier, car il est aussi obligé de suivre la réglementation européenne. Donc finalement, ça aide le Vietnam à structurer et plus définir son cadre juridique à l'avenir. Donc c'était plutôt positif. Et je laisse Thierry continuer. Alors, je vais parler très très rapidement de comment le Vietnam a traversé la période du Covid, puisque je crois que plus personne n'a envie de trop parler de ce sujet-là. Mais juste pour vous dire qu'il y a eu 2 phases au Vietnam. Une phase où les frontières étaient complètement fermées, mais on vivait totalement normalement dans le pays. Puis une phase très dure de confinement pendant à peu près 4 mois. Et puis finalement, le Vietnam a choisi d'ouvrir, de laisser le virus circuler. Et heureusement, et aujourd'hui, tout est absolument ouvert et fonctionne normalement dans le pays. Ce qui est peut-être un peu plus intéressant, c'est de regarder, vous regarderez tranquillement en recevant la présentation, l'impact économique sur les 3 années Covid dans les prévisions. Et on voit que le Vietnam, complètement à gauche du slide, qui était en haut des prévisions, a baissé évidemment. Hein, on est passé de 6-7% à 4-3%, mais est resté largement moins impacté que les autres pays comme États-Unis, Japon, Corée du Sud, Thaïlande, et a très très vite rebondi. Donc le Vietnam, à ce jour, a traversé la période Covid vraiment sans dommages importants. Alors, ça fait un quart d'heure qu'on vous vante un peu les opportunités, les attraits de la région et du Vietnam. Voilà, je suis le premier à vous dire, évidemment, venez, c'est un pays où vous pouvez réaliser de belles choses. Il n'en reste pas moins que c'est un pays assez compliqué, assez difficile, où ce qu'on appelle, nous, en interne, le taux de conversion est faible. C'est-à-dire, le taux de conversion, c'est le nombre d'entreprises qui vont initier une démarche export, une démarche internationale. 2 ans après, est-ce qu'elles ont atteint leurs objectifs et est-ce qu'elles génèrent un volume d'affaires important? Sur le Vietnam, honnêtement, on pourrait faire beaucoup mieux. Il y a 4 grandes raisons qui expliquent ces difficultés. La première sont les différences culturelles. Alors, on parle toujours de différences culturelles, mais sur le Vietnam, elles sont fortes. Le process de décision, l'accès aux bons décideurs, le management des réunions, la négociation, qui est vraiment le chef quand je rencontre une équipe de 5-6 personnes, c'est pas facile. La complexité aussi des relations et de l'accès à l'information, c'est beaucoup en réseau. Les Vietnamiens peuvent être beaucoup dans le court terme, dans le raisonnement économique. Il peut y avoir aussi de la corruption, une fidélité entre les fournisseurs, enfin entre l'acheteur et un fournisseur qui n'est pas forcément évidente. Le respect des règles peut être parfois aléatoire. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut appréhender. Et c'est ce que nous, on appelle un peu les 5 P, c'est-à-dire qu'il faut, que vous soyez préparé. Venir au Vietnam, ça demande quand même un peu de stratégie, un peu de réflexion, avec un budget et de la persévérance, quoi. Venez pas pour faire du one-shot. Ce n'est pas en un voyage ou en 2 voyages que vous allez facilement développer un flux d'activité. Il faut du temps. Les Vietnamiens, ils se donnent du temps. Ils savent que dans les négociations, celui qui a du temps, en général, est le plus fort. Excusez-moi. Il faut que vous ayez la même approche. La prudence, alors ça, c'est notre rôle, nous, ainsi que nos sociétés comme les nôtres, de vous guider un peu dans ces méandres culturels, de ne pas accorder votre confiance trop vite à vos interlocuteurs et partenaires commerciaux, et puis surtout de toujours rester dans un rapport de force au sens positif du terme, et de contrôler l'application des accords que vous allez faire avec votre importateur, distributeur ou votre fabricant. La présence locale, à mon sens, elle est indispensable. Pas besoin d'ailleurs automatiquement d'avoir une présence avec un bureau, une implantation, des staffs, etc., mais d'avoir une présence, même à temps partiel ou par des sociétés d'accompagnement, parce que les Vietnamiens, ils vont regarder s'ils peuvent vous joindre quand ils en ont besoin, ils vont regarder si vous allez contrôler en usine ou en magasin si, par exemple, vos produits sont bien mis sur les points de vente. Donc, il faut se rendre visible, indispensable et leur montrer que vous êtes là pour rester. Et puis, professionnalisme, ça paraît évident, mais
les Vietnamiens vous attendent pas, c'est-à-dire qu'ils sont, on l'a dit tout à l'heure, ils sont jeunes, ils sont très connectés, ils vont comparer les prix, ils seront ravis de travailler avec des Européens et très heureux de travailler avec des Français, mais seulement si votre produit est au bon prix et avec les spécifications techniques qu'ils attendent. Donc, il faut arriver avec les bons outils, présenter votre offre de bonne manière, et là, vous pourrez accrocher vos clients et interlocuteurs vietnamiens. Merci beaucoup. Donc on peut passer maintenant à la petite partie retour d'expérience. Je tiens à remercier donc Christophe Poisson et Manuel Ramos qui sont avec nous aujourd'hui pour leur retour d'expérience sur le Vietnam. Donc commençons tout de suite avec Christophe. Je te laisse te présenter puis on posera des petites questions. Donc moi je suis toujours Christophe Poisson et ce que je vous ai pas dit avant, c'est que en fait ça fait 9 ans que je suis en Asie, ça fait 1 an que je suis au Vietnam et j'ai passé 8 années en Chine, de 2013 à août 2021, et j'étais directeur informatique pour une société multinationale. Donc j'ai fait pas mal de pays en Asie-Pacifique, et bizarrement, je ne m'étais jamais posé. On t'entend pas bien apparemment. Et bizarrement, je ne m'étais jamais posé au Vietnam. Donc pourquoi le Vietnam? C'est ce qu'a dit Edel, ce qu'a dit Thierry aussi. Moi, avant d'établir mon projet professionnel, j'ai regardé dans quelle zone du monde ça bougeait, c'était actif. Et il y avait 3 zones où c'était actif. Il y avait la Chine avec les chiffres qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, Taïwan qui est une province de Chine, et le Vietnam. C'était les 2 ou les 3 pays qui performaient. Donc je rejoins tout à fait ce qu'ont dit Thierry et Adèle, c'est vraiment le place to be, l'Asie du Sud-Est et le Vietnam, c'est vraiment l'endroit où le business se développe. Ensuite, même si après 8 ans en Asie, un pays a toujours ses particularités, donc effectivement, une installation, ça se prépare. Il faut d'une part avoir un projet professionnel. Alors après, il y a 2 choses. Soit vous êtes supporté par une société avec un certain nombre d'accompagnements, ou soit vous êtes auto-entrepreneur, ce qui est mon cas. Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est un tout petit peu plus challengeant. Donc, il faut qu'il y ait un projet professionnel, évidemment. C'est aussi un projet familial pour les gens qui sont mariés, pour les gens qui ont des enfants, avec ou sans enfants d'ailleurs. Vous ne venez pas tout seul, donc ça veut dire qu'il faut mûrir ce projet en famille. C'est très, très important. Il faut que les conjoints, l'ensemble des personnes s'y retrouvent, sinon c'est une aventure qui ne va pas fonctionner très, très longtemps. Donc pour ma part, donc ça fait 10 mois que je suis ici, je suis auto-entrepreneur, donc je supporte les entreprises pour tout ce qui est sécurité digitale. Donc j'ai dû effectivement préparer mon installation, mon arrivée. Donc il y avait un challenge conjoncturel parce que mais on ne va pas revenir dessus, c'était le 29 août pendant la période un peu dure du lockdown. Et puis il faut se faire accompagner parce que chaque pays a ses spécificités. La Chine est très administrative, le Vietnam l'est aussi extrêmement. Donc c'est impossible de faire les formalités administratives par soi-même, et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Il se trouve que je me suis fait accompagner par SOA. Hein, j'ai sondé un certain nombre de sociétés et SOA m'a paru fiable, et aujourd'hui je ne regrette pas mon choix. Voilà, je le dis très clairement. Très sincèrement. Après, il faut trouver son marché, il faut trouver ses clients. Il faut évidemment, en fonction du secteur d'activité qu'on veut développer. Ça prend du temps. Il faut se faire connaître, qu'on soit auto-entrepreneur, qu'on soit une société, sauf à ce que vous soyez une société hyper connue partout dans le monde. Ça prend quelques mois. Donc il faut établir beaucoup de contacts et puis démarrer le business. Et de mon expérience, en tout cas dans mon domaine, et ça c'est important de l'avoir en tête, entre le moment où vous allez discuter, échanger avec vos potentiels clients et le moment où il va se faire des choses, il va y avoir des affaires qui vont se faire, et ça ne se fait pas toujours évidemment. L'incubation, j'allais dire, en tout cas dans mon secteur, c'est entre 4 mois et 6 mois. Ça veut dire que vous allez rencontrer des gens et si vous attendez une réponse 2 semaines après, vous risquez d'être déçu. Donc ça veut dire qu'il faut aussi financièrement se préparer à pouvoir
gérer sa vie quotidienne, sa vie courante pendant 6 mois sans avoir forcément de rentrée d'argent. Et puis, en tant qu'auto-entrepreneur, il faut, en tant que société aussi d'ailleurs, il faut être officiellement en capacité d'opérer. Donc, ça veut dire qu'il faut une business license, ça veut dire qu'il faut déposer un peu d'argent sur un compte entreprise. Et là, vous avez tous les outils nécessaires pour opérer et commencer à faire du business. Mais retenez, en tout cas, moi, c'est mon expérience, retenez qu'entre le moment où vous arrivez, alors moi, on est arrivé avec ma femme dans une période un peu compliquée, mais dans une période normale, retenez que entre le moment où vous arrivez et que vous allez avoir vos premiers clients, on est entre 6 et 8 mois. Donc ça, c'est très, très important de l'avoir en tête. Évidemment, avant l'installation, il faut commencer à établir ce réseau, prendre contact avec des gens qui sont sur place pour que les gens sur place vous expliquent comment ça se passe, même si après vous aurez votre propre avis. Mais c'est important de préparer au maximum en amont, en avance, tout ce que vous pouvez préparer. Et en termes de logement, ça ne sert à rien de préparer 6 mois à l'avance, puisque les logements, c'est 2 ou 3 semaines à l'avance ici. Donc là-dessus, il n'y a pas le feu, je dirais. Mais puis il y a évidemment la langue. La langue, le vietnamien, c'est le vietnamien, c'est pas le français, c'est pas l'anglais. Moi, j'ai beaucoup pratiqué le chinois. Et quand je suis arrivé ici, j'ai été extrêmement déçu parce que mon chinois qui a 8 ans, ou le vietnamien, c'est à refaire. Voilà, je ne sais pas si un jour je parle un vietnamien. Ce qui est important aussi au niveau de la langue, ce qui est important, après je n'aurai terminé, et je répondrai plus tard à vos questions, si vous en avez. En fait, ce qui est important, ce que j'ai noté, c'est qu'en fait, au Vietnam, il y a quand même un certain nombre de gens qui parlent anglais. Alors évidemment, l'anglais est plus ou moins bon en fonction des niveaux sociaux, des couches sociales, mais après, je vais arrêter de parler de la Chine. En Chine, si vous ne parlez pas chinois, c'est très compliqué. J'ai l'impression qu'au Vietnam, sans parler forcément vietnamien, alors évidemment, vous allez vous couper d'un pourcentage du marché très typique, très local, très vietnamien, mais vous, vraisemblablement, pouvez faire du business sans être fluent en vietnamien. Évidemment, à un moment donné, vous devez avoir des amis, des commerciaux, des gens qui connaissent parfaitement le pays et qui sont très à l'aise en vietnamien pour pouvoir justement accéder à ce marché purement local. Voilà, grosso modo, mon expérience jusqu'à aujourd'hui, et très honnêtement, c'est toujours un challenge. Quand on passe d'employé à auto-entrepreneur, les risques ne sont pas les mêmes, mais je ne regrette absolument pas d'être au Vietnam aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe, c'était très clair. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions spécifiques par rapport à ce que vient de dire Christophe, on vous répondra à la fin. Merci beaucoup. Je passe la parole donc à Manuel. Je vous laisse vous présenter et puis nous donner aussi votre expérience. Merci beaucoup. D'accord. Rebonjour. Donc, je suis toujours directeur général Asie de Terao. Je suis également associé dans l'affaire. Donc, toute décision d'investissement, disons, est très réfléchie de mon côté. Donc, le développement de notre activité en Asie du Sud-Est a été bien préparé en amont. Donc, c'est quelque chose qu'on a initié dès fin 2019. Donc, ça va faire 2 ans et demi qu'on travaille sur cette installation. Donc, on a dû réfléchir à différentes choses. Tout d'abord, comprendre en fait quel était réellement quel était le marché, hein, donc le marché prioritaire qu'on devait avoir sur l'Asie Sud-Est. Donc, sur une liste de 5 pays, dont la Malaisie, la Thaïlande, Singapour, l'Indonésie et le Vietnam. Donc, on a décidé en fait que le Vietnam serait notre marché prioritaire pour diverses raisons. Donc, comme Christophe, nous on a aussi une activité, on a toujours une activité Chine qui se porte plutôt pas mal, mais on a ressenti qu'il y avait aujourd'hui une Chine qui se refermait progressivement. Et la logique de China Plus One devenait une réalité et elle se dirigeait essentiellement sur le Vietnam en Asie du Sud-Est. Donc, c'était une des grandes raisons pour lesquelles on a décidé de regarder côté Vietnam. Pourquoi on a voulu aller au Vietnam également? C'est un pays qui est très porté sur les FDI, donc c'est IDE, non? C'est ça? Voilà, pardon. Et donc, nous, en fait, on pense que beaucoup d'acteurs économiques étrangers, privés, lorsqu'elles rentrent sur un marché comme la Chine ou le Vietnam,
C'est bien de s'essayer sur le marché avec des acteurs étrangers. Et comme l'économie vietnamienne dépend quand même beaucoup de l'investissement étranger, donc le terrain de jeu est assez grand. Donc, c'est plus facile de travailler avec ce type de clients. Donc le Vietnam en a beaucoup. Il y a beaucoup d'industriels européens, américains, nord-asiatiques. Donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles on voulait aller au Vietnam. Et je pense aussi, ce qui est intéressant au Vietnam, c'est l'écosystème francophone, français. Donc, nous travaillons, nous, dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, vous avez énormément d'acteurs techniques français. Et je pense que ça se retrouve aussi dans beaucoup de secteurs. Donc, vous allez tout de suite trouver des gens que vous connaissez en fait déjà sur d'autres marchés que vous allez retrouver au Vietnam. Ce qui ne va pas être le cas de marchés comme le marché indonésien ou d'autres marchés. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça aussi, c'est l'écosystème francophone. Donc, on a fait notre étude de marché et ensuite, après avoir fait notre étude de marché, on a dû sécuriser les financements. Donc on s'est reposé sur les fonds propres de l'entreprise, mais également sur des financements BPI. Donc, je pense qu'on va en parler après. Mais bon, l'assurance prospection, c'est un peu le summum pour venir financer une période de prospection. Et également, bien se renseigner sur toutes les aides de Business France, sur les chèques relance, les chèques VIE si vous voulez un VIE, les aides régionales que vous pouvez avoir en France pour l'export. Donc, bien sécuriser son financement et comme l'a dit Christophe, ne vous attendez pas à gagner de l'argent tout de suite. Donc, je dirais même préparer au moins 2 exercices non profitables, donc les 2 premiers, voire 3, voire 4. En Chine, la moyenne, c'est 7 ans pour les entreprises qui sont profitables. Donc, en tout cas, dans le secteur des services. Donc, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, le Vietnam, oui, il y a un potentiel, mais c'est des perspectives à long terme pour l'entreprise. Donc, il faut avoir quand même des backups financiers importants pour tenir un certain nombre de temps. En ce qui concerne mes conseils pour s'implanter, nous, après avoir fait sécuriser le financement, on a décidé en fait de prendre rapidement un binôme dans nos équipes, donc un binôme franco-vietnamien. Donc, avoir un VIE seul au Vietnam, ça peut être un petit peu compliqué parce que ce sont déjà des jeunes profils. Donc, ils vont peut-être amener une certaine dynamique. Soit ils ont un côté technique, donc ils amènent le côté technique de la structure. Soit ils ont un côté commercial, structuré comme on le souhaite dans les boîtes étrangères. Mais s'il manque le côté vietnamien, c'est-à-dire par exemple si c'est nécessaire au niveau opérationnel, vous avez des projets, vous devez les gérer avec des parties prenantes vietnamiennes, il faut également un Vietnamien. Donc c'est pour ça qu'il faut investir au début, c'est pour ça qu'il faut aussi du financement. C'est ça il y a un investissement au début qui peut être important. Donc moi je vous parle de services. Après vous travaillez peut-être dans d'autres secteurs, donc l'investissement est peut-être plus important. Donc mais vraiment le binôme franco-vietnamien nous a vraiment beaucoup aidé. Et ce qui est vraiment intéressant au Vietnam, c'est que vous avez aussi des gens très qualifiés. Donc ça c'est très intéressant. C'est aussi un point positif du Vietnam. C'est la possibilité de trouver des gens qualifiés. Il y a des très bonnes universités. Il y a beaucoup d'échanges avec l'Europe. Donc, il y a beaucoup d'universités avec des programmes dans les 2 sens. Vous avez beaucoup de gens aussi francophones ou anglophones. En tout cas, les gens, on va dire, les futurs cadres. Hein. Donc, il y a vraiment une population intéressante et vous pouvez très vite monter un binôme qui a beaucoup de poids. Donc, ce binôme nous a permis, hein, nous ça fait maintenant depuis le mois d'août dernier qu'on est installé. On a commencé avec ce binôme pratiquement tout de suite, avec un Vietnamien, un Français l'été dernier, 2 mois après un Vietnamien. Aujourd'hui, on est à 5 personnes, moins d'1 an. Donc, on est quand même très satisfait. Voilà. Sinon après sur le dernier point positif sur le Vietnam que je mettrai en avant, c'est un pays qui est très optimiste.
Donc, ça peut changer de certains marchés plus matures. Donc, c'est assez enthousiasmant de venir au Vietnam et de voir cette volonté à la fois des Vietnamiens, mais aussi des investisseurs étrangers, leur optimisme vis-à-vis du futur sur le futur de ce marché-là. Et donc, des gens aussi très curieux et très ouverts à des produits et des services innovants. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir avec quelque chose qui soit vraiment le top, c'est-à-dire qu'on ne vient pas avec un produit de seconde catégorie qu'on considère pour les pays en voie de développement. Ça ne fonctionne plus, ça ne fonctionne pas en Chine actuellement non plus. Vous venez avec vos meilleurs services, vos meilleurs produits. Ça, c'est aussi quelque chose d'important que j'aimerais dire aux acteurs étrangers. Ne considérez pas le Vietnam comme un marché secondaire où vous allez évacuer des stocks comme vous ne voulez plus. Il faut vraiment essayer d'arriver à quelque chose d'innovant tout de suite pour vraiment se différencier et rester longtemps sur le marché. Voilà, c'est mon retour d'expérience. Merci beaucoup, Manuel. Ça fait une belle transition, je pense, sur les financements aussi avec Lucille. Lucille, je te laisse la main pour continuer. Merci beaucoup. Merci, Adèle. Du coup, je vais vous présenter l'ensemble des produits, enfin, une partie des produits des produits de BPI France qui pourront justement vous accompagner au Vietnam. D'ailleurs, Manuel l'a très bien dit et nous permet de faire la transition parfaitement. Premièrement, je vais vous faire une petite présentation générale de BPI France. Donc, BPI France, c'est la banque publique d'investissement qui a été créée en 2012 avec pour mission d'accompagner les entreprises françaises à leur développement à tout stade, de l'amorçage jusqu'à la transmission en passant par l'industrialisation. On a 3 activités principales qui sont l'investissement, avec un investissement direct dans les entreprises françaises dans différents secteurs stratégiques de la France afin de rendre plus compétitives nos entreprises, et également une partie d'investissement dans les fonds afin de structurer le marché du private equity. Par la suite, on a également l'activité de financement, qui est une activité qui permet en fait de venir financer les entreprises à tous les stades également, avec une partie dédiée à l'innovation, où là, on va venir faire des subventions et des prêts et des avances remboursables afin de financer des phases de R&D, d'industrialisation dans des secteurs stratégiques qui sont définis par les politiques économiques du gouvernement. À côté de ça, nous avons aussi toute une gamme de prêts et de garanties qui permettent d'accompagner opérationnellement les entreprises à leur développement sur des questions très financières, à des moments clés de leur développement, de leur déploiement. Et également sur une partie internationale, quand la société souhaite se déployer sur un pays ou sur plusieurs pays, afin d'aller chercher des parts de marché dans des pays en forte croissance, développer leur chiffre d'affaires et croître à l'international. Et enfin, la dernière partie, l'assurance, qui permet de couvrir les activités à l'export, qui couvre en fait différents risques qui peuvent être amenés auprès des entreprises lors de leur intégration sur des marchés étrangers, qui vont de couvrir les risques de prospection jusqu'à la couverture en devise. On est plus de 3000 collaborateurs répartis sur 50 bureaux régionaux. L'objectif d'être aussi présent en région et d'être à la proximité des entreprises est justement de pouvoir répondre à leurs besoins de manière proactive et très rapide. Et on a également depuis quelques années 9 bureaux à l'international qui permettent vraiment d'accompagner de manière plus poussée les entreprises à venir sur les marchés étrangers. Donc on a, en général, on a un bureau par continent avec plusieurs bureaux pour l'Afrique qui est une zone assez importante pour nous. On a accompagné plus de 80 000 entreprises et on continue d'en accompagner de nouvelles tous les jours. Et le but est vraiment en fait de rendre plus attractive notre économie française, développer des secteurs stratégiques et les accompagner justement à leur excellence. On a notamment sur la partie internationale tout un continuum dédié pour l'accompagnement des entreprises françaises qui va de la formation avec BPI France Université où là on vient accompagner les entrepreneurs à se former sur des briques théoriques pour développer leur business, jusqu'à de l'investissement en fonds propres, de l'assurance, du crédit export, une gamme assez complète de produits qui permet vraiment d'accompagner pour tous les besoins. Je vais vous présenter quelques produits qui pourront être
plus intéressant pour le développement de votre entreprise, notamment au Vietnam, et qui permet de sécuriser justement un investissement qui peut être coûteux, mais qui est nécessaire justement pour intégrer le marché du Vietnam. Et comme le disaient Thierry, Manuel ou Christophe, venir au Vietnam, ça se fait sur du long terme. Donc il faut vraiment avoir une feuille de route, une stratégie bien mise en place, et aussi savoir comment on va le financer. Donc, le premier produit, c'est l'assurance prospection. Donc, c'est une assurance qui permet en fait de couvrir les dépenses liées à la prospection de l'entreprise à l'étranger. On va venir en fait financer une partie des dépenses de prospection liées justement à un pays ou plusieurs pays. On va jusqu'à 15 pays, et ce qui permet en fait de couvrir le risque afférent au fait que vous décidez d'aller dans un nouveau marché. On va en fait établir un budget éligible avec l'entreprise en début de prospection qui va couvrir en fait différents types de dépenses, comme par exemple la création d'un service export, les services d'un conseil à l'export qui va justement vous accompagner à créer cette stratégie sur le pays donné. Ça peut être aussi des frais légaux, ça peut être des frais de déplacement. Enfin, il y a une gamme assez complète de dépenses éligibles qui permettent justement d'accompagner ce développement à l'international et d'aller plus vite. On va venir en fait garantir 65% du budget que vous nous avez présenté, où là on viendra en fait à la signature du contrat faire une avance de trésorerie auprès de l'entreprise qui permettra en fait de financer les besoins de fonds de roulement pour ce développement commercial. C'est un produit qui est formé en 3 phases. Donc, il y a une première phase de prospection qui est de 2 à 4 ans, qui permet en fait de mettre en place cette prospection sur le pays ou sur les pays donnés. Vous laissez justement faire les démarches commerciales, avoir justement toutes les actions que vous avez pu mettre en place dans la stratégie de développement durant cette période. Une deuxième phase qui va être la phase de franchise, où là, on va vous laisser continuer à vous développer sur le pays. Et donc, on va vous laisser faire du chiffre d'affaires sur le pays afin de voir où amener cette prospection-là et continuer justement la prospection qui a été menée auparavant. Et enfin, une troisième phase qui va être une phase de remboursement, où là, on va venir évaluer le succès ou non de cette prospection. Et en fonction du résultat de cette prospection-là, on vous demandera de rembourser à minima 30%. En général, le calcul du remboursement se fait à la quote-part de la réussite. À la signature du contrat, on va venir en fait définir un chiffre d'affaires export cible, et à la période de remboursement, on verra si la prospection a été un succès ou non. Donc, c'est vraiment une aide qui permet d'aller plus vite sur le pays, qui vous amène justement de la trésorerie très rapidement pour faire ces dépenses-là. Donc, ça peut être très intéressant pour des entreprises qui ont besoin de se développer à l'international pour diverses raisons, par ambition, pour vouloir gagner des parts de marché sur un pays qui a de la croissance. Et donc, le Vietnam est un des pays où la croissance est la plus élevée dans notre zone. Donc, il y a tous les feux verts pour venir au Vietnam. Par la suite, vous avez aussi peut-être pensé à créer une filiale au Vietnam afin justement de mettre en œuvre cette stratégie de développement sur le pays. C'est vrai que ça peut être coûteux justement d'investir sur une ouverture de filiale et avec des risques aussi financiers par la suite, sachant que vous n'êtes pas forcément sûr du succès du développement de votre entreprise sur le pays. France propose la garantie de projet international, qui est une solution qui permet en fait de venir garantir les apports en fonds propres sur une filiale ou sur le rachat d'actions d'une filiale locale, qui permettra en fait, en cas d'échec économique de la filiale, de récupérer 50% de l'investissement qui a été fait. Donc c'est une aide, c'est une assurance qui est très peu coûteuse, qui commence à partir de 0,50% de l'année. Donc quand on parle de 0,50% l'année, ça veut dire que sur 100 000 €, on vous demandera 500 € par an.
Donc il y a tout intérêt à demander cette solution qui permet en fait vraiment de couvrir votre filiale, et en cas d'échec économique, on viendra vous accompagner pour vous rendre justement cette part investie qui pourra être utilisée sur d'autres marchés. C'est une garantie qui dure entre 3 et 7 ans et qui est demandée, enfin, qui est à destination des PME et des ETI françaises. Et on va jusqu'à 1,5 million maximum de garanties apportées. Et l'un des avantages, c'est qu'on peut aussi faire plusieurs garanties sur une filiale. À chaque nouvel apport en fonds propres, on est capable en fait de refaire une garantie selon l'éligibilité de l'entreprise. Au-delà de se prémunir justement des risques d'investissement sur une filiale, il faut aussi le financer. Il y a pour la plupart d'entreprises une capacité notamment de financer cet investissement en fonds propres, mais toutes les entreprises ne sont pas capables de le faire de cette manière-là. On propose également de pouvoir aussi financer cet investissement à travers un prêt croissance internationale, où c'est un prêt classique, où on va venir financer en fait le besoin en fonds de roulement pour le développement international, mais également les investissements immatériels. C'est un prêt qui est non affecté et sans garantie. Donc c'est un prêt qui va venir compléter la garantie de projet international qui en fait vient sécuriser justement l'investissement, et ce prêt-là vient financer cet investissement sur le pays. C'est un prêt qui est déclenché à partir de 30 000 euros jusqu'à 5 millions. Et l'une des caractéristiques de ce prêt, c'est qu'à partir de 150 000 euros, on va venir cofinancer avec une banque traditionnelle qui va en fait financer avec nous ce prêt-là. L'avantage de ce type de mécanisme, c'est qu'au-delà de faire du cofinancement, en cas de demande de la banque de garantie, on est capable aussi de garantir la part de la banque à 65% du prêt. Ce qui fera qu'au-delà du financement avec effet de levier, on viendra aussi également dérisquer la part de la banque qui sera plus à même à prêter de l'argent auprès d'entreprises. C'est un prêt qui dure de 3 à 7 ans et qui permet vraiment d'amorcer les projets à l'international et d'aller plus vite justement sur la croissance de l'entreprise. Par la suite, il y a également le crédit export, qui là est un prêt qui permet de financer un acheteur étranger auprès des entreprises privées ou publiques dans le cadre d'un contrat export. Donc là, on va venir en fait financer dans le cadre d'un contrat export les biens d'équipement ou de services auprès de l'acheteur étranger. Donc il y a 2 types de crédit export qui existent. Le rachat de crédit fournisseur, qui est à partir de 1 million jusqu'à 25, où là, on va venir en fait racheter la créance qui est sur le bilan de l'exportateur français qui aura octroyé justement un prêt auprès de l'acheteur étranger. On va contracter avec l'entreprise afin en fait de racheter cette créance-là et d'alléger le bilan de l'entreprise qui pourra par la suite se financer pour d'autres projets. La deuxième option est le crédit acheteur, qui est un crédit qui va être octroyé auprès de l'acheteur étranger à travers un contrat tripartite entre l'exportateur français, l'acheteur étranger et BPI France, où là, on va venir directement financer l'acheteur sur le contrat commercial de l'exportateur français. Et ça permet en fait, au-delà de proposer une offre commerciale, de proposer également un financement avec. Donc, c'est un prêt qui va de 2 à 10 ans et qui vraiment peut débloquer justement la signature d'un contrat d'une entreprise française. L'un des prérequis pour ce type de solution, c'est qu'il y aura une demande de part française de minimum de 20% du contrat commercial qui sera demandé afin de maximiser la part finançable. On va venir financer 85% maximum du contrat commercial, mais une part française sera toujours demandée afin de pouvoir être éligible à ce crédit export. Également, dans ce prêt, on est capable aussi de financer la part locale sous-traitée qui est produite localement.
Donc, en fonction en fait, de la part rapatriable qui sera proposée, on sera aussi capable de financer une part qui sera produite localement sur le pays donné. Donc, ça peut être aussi intéressant pour l'acheteur étranger d'avoir cette capacité de financement localement. Un acompte de 15% sera demandé à la signature de contrat. Elle peut être financée sous certaines conditions. On demande, enfin, il y a des conditions d'éligibilité justement à ce qu'on finance l'acompte, mais ça se discute en amont de la structuration de ce financement-là. Ce crédit export est toujours accompagné d'une assurance export qui permet en fait de garantir en cas de non-paiement le remboursement de la créance. On couvre en fait jusqu'à 95% du montant du contrat export donné, ce qui permettra, voilà, en cas de non-paiement de la part de l'acheteur d'être remboursé. Cette assurance crédit, elle est applicable au crédit export que je viens de vous présenter en amont, mais également, elle est également applicable à des prêts crédit export que vous pouvez octroyer auprès des banques traditionnelles, où là, on viendra juste assurer le crédit export que vous avez contracté avec une banque traditionnelle. Donc, il y a plusieurs manières de financer les activités à l'export. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions et la moindre question, justement, pour pouvoir discuter en amont de la structuration du financement du projet. Et on sera très heureux de pouvoir vous accompagner, justement, sur le développement de vos activités au Vietnam. Merci beaucoup, Lucille, pour toutes ces explications. Donc, je n'ai pas vu de questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous en avez, à les poster. Il nous reste quelques minutes. On peut peut-être répondre à celles qu'on a eues en amont, si ça vous convient. Hop, je vais juste mettre la slide de départ. Hop, voilà. On avait eu une question sur... Alors, je regarde le chat, mais rien d'actualité encore. On avait une question sur la stratégie du marché vietnamien concernant le secteur bancaire et la fintech. Donc, merci beaucoup, Christophe. Grâce à toi, on a trouvé des recherches intéressantes. Donc, sur ce sujet-là, effectivement, sur le secteur de la fintech, donc, ce qu'on a noté, c'est qu'effectivement, il y a de la place pour la croissance, hein, évidemment, au Vietnam. Selon Singapore News Agency, les startups au Vietnam, elles ont triplé ces 3 dernières années. Donc, voilà. C'est assez intéressant comme chiffre. Le plus gros secteur au Vietnam concernant la fintech aujourd'hui, ça va être celui de l'online payments. On retrouve des gros acteurs vietnamiens locaux comme Zalopay, Momo, Moka, mais ce ne sont pas des banques. Donc, c'est assez intéressant de noter cette différence entre secteur bancaire et ce secteur fintech online payments. Par exemple, vous donnez l'exemple de Momo, c'est le plus grand e-wallet vietnamien aujourd'hui. Il possède 40% du marché du e-payment, donc ce n'est pas rien. Et ce qu'on retrouve aussi comme information, c'est que aujourd'hui, au Vietnam, on a 5 millions d'utilisateurs d'e-wallet, donc sur une population de 100 millions. Donc, ça reste quand même assez petit. Et donc, il y a encore du potentiel et il y a du potentiel pour les années à venir. Ce qu'il faut noter aussi, par ailleurs, c'est que 80% des transactions aujourd'hui au Vietnam se font offline ou par cash. Donc, on peut dire aussi qu'il y a du potentiel, mais il y a aussi avoir de l'évolution sur ces sujets-là. Et ce qui a aussi relancé ce sujet, finalement, c'est le Covid par rapport notamment à la régulation. Avant le Covid, ce qu'on peut noter, c'est qu'on n'avait pas vraiment de régulation, de cadre juridique autour de l'online payment par le gouvernement vietnamien et les autorités politiques. Et puis, avec le Covid et le fait qu'on soit tous confinés et qu'on paye de plus en plus en ligne, la force politique s'est emparée du sujet et met de plus en plus de cadres. Et donc, ça peut être aussi positif pour ce secteur-là à l'avenir. Je pose peut-être la question... Ah, pardon, alors je vois qu'il y a des questions qui apparaissent petit à petit. Alors, je pose la question. Je suis médecin et directeur général d'une association de prévention et santé au travail. Qu'en est-il de la culture de prévention des risques d'accident du travail ou de risques de la vie quotidienne, s'il vous plaît? Donc, effectivement, merci beaucoup. Je crois que je l'avais aussi noté, question en amont. Peut-être, Thierry, tu as des... Ouais. Oui, je vais répondre rapidement parce que je vois qu'il y a pas mal d'autres questions qui arrivent. Comment répondre?
c'est pas facile. C'est-à-dire que historiquement, la prévention au Vietnam, que ce soit pour ceux qui sont déjà venus en regardant la circulation en moto, ou même au travail dans un certain nombre d'entreprises, c'est pas la priorité majeure qui saute aux yeux, en tout cas pour un occidental. Ceci dit, en 15-20 ans, moi j'ai vu une évolution relativement rapide et assez positive vers une meilleure protection. Je le vois ne serait-ce que par rapport à la cinquantaine d'employés qui sont chez nous, qui aujourd'hui soulèvent régulièrement des sujets d'assurance sociale, d'assurance médicale, de complémentaire santé, de pas mal de choses. Et puisqu'on travaille, nous, avec énormément d'usines, que ce soit nos clients ou même parfois les usines qui prennent les devants, beaucoup plus de sujets compliance, sécurité au travail, équipement de sécurité, enfin, etc. Donc, il y a une prise de conscience qui se passe et qui n'est pas seulement, encore une fois, poussée par les acheteurs qui viendraient mettre la pression auprès de leurs fournisseurs, mais ça vient aussi du pays, assez classiquement, avec un niveau de vie qui augmente. Les gens font un peu plus attention à cette problématique-là. À mon sens, ce n'est pas encore très organisé au niveau administratif, au niveau officiel, juridique. Il y a pas mal d'initiatives privées. Donc voilà, je pense que c'est un sujet intéressant sur lesquels il y a sûrement des choses à installer. Il faut trouver un bon partenaire ou le faire en direct. Là-dessus, je n'ai pas beaucoup plus d'informations. On pourra en discuter en privé hors du webinaire si vous le souhaitez. Mais c'est un sujet qui aujourd'hui arrive au Vietnam et à mon avis, dans les 5-10 ans, va devenir un vrai sujet. Peut-être que je peux passer la parole à Lucille, parce qu'il y avait une petite question. On voulait revenir peut-être rapidement sur le crédit export. Peut-être. Oui, je vous laisse. Ok, pardon. Alors, je ne sais pas s'il y a une question spécifique, notamment sur le crédit export, mais déjà, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus de détails, si vous voulez qu'on discute plus en détail justement de ce produit-là. Sur le crédit export, c'est un produit de financement. C'est une solution qui permet de financer les clients étrangers dans le cadre d'un contrat à l'export, où on va venir en fait financer l'acheteur étranger qui a besoin de financement pour se financer sur l'achat de produits et de biens d'équipement français auprès d'un exportateur français. Ce qui est requis en fait dans ce crédit export, c'est qu'une partie du contrat commercial doit provenir de France, à minima 20% pour les entreprises de moins de 150 millions d'euros et 50% du contrat commercial au-delà de 150 millions d'euros. Dans ce crédit export, on va venir en fait financer toute la part rapatriable, donc la part française, la part étrangère, mais également la part sous-traitée localement dans le pays de l'acheteur, qui permettra en fait de produire peut-être une partie des biens ou une partie du projet en question. On va jusqu'à 25 millions en prêteur seul et jusqu'à 75 millions en pool bancaire. Donc, on est capable, à travers des partenariats bancaires, de financer des plus gros projets qui permettent d'accompagner des entreprises sur des montants plus élevés. Et ces crédits export-là sont toujours associés à une assurance export afin de garantir le risque de non-paiement de l'acheteur étranger. Ce que je propose, c'est que si Karamoko a d'autres questions, notamment sur ce produit-là, de me contacter. Je vais mettre mon adresse mail dans le chat pour pouvoir en discuter plus en détail. Merci Lucille. Et puis on enverra évidemment les contacts de tous les intervenants avec la présentation. Si vous êtes bien inscrit sur le webinaire, on retrouvera évidemment votre contact et on vous enverra les contacts. Merci beaucoup. On avait une question aussi à propos du domaine de la formation. Y a-t-il une demande au vu de la jeune population ? Je ne sais pas si quelqu'un a des éléments de réponse à ce sujet sur le domaine de la formation. Pas spécialement, peut-être qu'on pourra revenir vers vous. Oui, ou en deux mots, la demande de formation, elle est énorme. C'est-à-dire que, encore une fois, prendre l'exemple de chez nous, la moitié de mes employés vietnamiens suivent des cours le soir de plein de choses, langue étrangère, MBA commerce, voilà, donc il y a une vraie valorisation du diplôme, de la formation, ils adorent avoir plein de formations différentes.
Donc, la demande, elle est énorme. Il y a beaucoup d'instituts et d'écoles privées, dont certaines fonctionnent bien et vendent leur formation chère. Il y a également des sujets, on avait accompagné une entreprise qui faisait du e-learning, parce qu'il y a la difficulté de toucher, c'est un pays qui est très grand, et donc des entreprises qui ont des employés à différents endroits. Il y avait des plateformes de e-learning pour toucher leurs employés un peu partout. Donc, le domaine de la formation ou de l'éducation au sens large, c'est un domaine important où les besoins sont forts. Faut faire attention un peu en type de partenariat ou en termes de licence sur les autorisations. Et après, je pense que la difficulté va être d'avoir les bonnes ressources au niveau professeur, j'entends, à mobiliser, parce que dans toutes ces écoles privées, il y a du bon et du moins bon aujourd'hui sur le marché. Mais les domaines, et même dans les domaines industriels, en usine, le domaine de tout ce qui est hospitality, restauration, retail de luxe, nous, on est tout le temps sollicités par des entreprises qui cherchent des employés avec une meilleure formation. Donc, si vous avez une offre là-dessus, oui, vous pouvez venir sur le Vietnam. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question. Je lis sur la promotion donc, de la stratégie de prévention. Donc, j'ai lu que le ministère du Travail vietnamien a lancé un projet de réduction de 4% des accidents mortels ou de maladies en lien avec le travail sur 5 ans. Comment donc faire la promotion de la stratégie de prévention auprès des institutions vietnamiennes, à part passer par l'AFD ou l'ambassade? Peut-être que là, justement… On a un peu répondu. Je pense que c'est le prolongement de la question précédente. On pourra en discuter en privé, enfin en message à part. Oui, les promotions par l'AFD, l'ambassade ou les institutions publiques, c'est une chose. Si votre offre elle est plus à destination des industriels ou des chauffeurs routiers, par exemple, ou ce genre d'activité, moi, je vous conseille plutôt d'avoir une approche en direct, un mélange de réseaux sociaux et par les fédérations professionnelles. Il y en a beaucoup au Vietnam aujourd'hui, pour aller proposer plus directement les services. Les institutions type AFD ou ambassade, à mon avis, vont être plus sur des plans d'éducation, de sensibilisation, et pas forcément d'accès direct à une clientèle qui pourrait être intéressée par une offre en stratégie de prévention que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. On vous enverra la présentation et les contacts des différents intervenants. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur tout ce qu'on s'est dit, à nous recontacter. Merci beaucoup, Manuel, Christophe, pour votre intervention. Merci, Lucille, pour les aides financières. Ça a été un plaisir de partager ce webinaire avec vous. Et puis, à bientôt, et en espérant vous recroiser. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir à tous, bonne journée. Merci. Merci.